Merci madame. Je passe la parole à madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Directrice Générale, d'être devant nous cet après-midi. En ma qualité de rapporteur d'une commission d'enquête, je dois effectivement très rapidement rappeler le cadre dans lequel s'exercent les compétences et les prérogatives d'une commission d'enquête. Tout cela est régulé, bien sûr, par notre Constitution, l'ordonnance sur le fonctionnement du Parlement, et il y a quelques principes de base aussi dans notre République, dont celui de la séparation des pouvoirs. Donc nous auditionnons Madame Ruffo en sa qualité de directrice générale des affaires internationales et de la stratégie du ministère des Armées, et ça nous donne déjà matière à beaucoup d'échanges. Voilà. Alors je voulais simplement revenir, merci de ce que vous nous avez dit sur effectivement les évolutions globales de la géopolitique et de la géostratégie qui ont vu effectivement notre monde passer de l'ère de compétition à l'ère de confrontation, hein, avec tout ce que cela implique, et donc implique également en termes de à la fois intensification et modification des stratégies d'influence et d'ingérence d'un certain nombre de grandes puissances, celles qui sont on en a cité deux, la Chine et la Russie, membres permanents du Conseil de sécurité, et puis d'autres, mais qui sont des puissances régionales et émergées, ou en voie d'émergence, et puis le côté complètement hybride, effectivement, maintenant, de toutes les stratégies et tactiques d'influence et d'ingérence. Comment, par-delà cette évolution-là, comment voyez-vous la manière, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la manière dont, au ministère des Armées, mais peut-être dans d'autres lieux, s'élabore la stratégie à la fois de défense et d'offensive, la riposte, si je puis dire, de la République française? Voilà, première question. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Oui, j'aurais dû le faire dans mon propos liminaire. Le fait est que l'action de l'État, de façon générale, s'est beaucoup renforcée en fait ces dernières années, pour tenir compte de cette évolution sur à la fois la confrontation stratégique et l'hybridité. Alors, c'est pas uniquement au ministère des Armées que ça se passe. D'abord, pour commencer, et si on prend par exemple la stratégie, la fonction stratégique influence, il est clair que c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui devra mener cette action et cette coordination en premier lieu. Si on pense à la notion, par exemple, de résilience, qui va avec les échanges que nous avons aujourd'hui, puisqu'il s'agit de se défendre, d'être résilient par rapport à cette nouvelle situation. Le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale joue un rôle essentiel, et il a au demeurant renforcé son action, notamment sur la question des ingérences numériques. C'est le dispositif Viginum que vous connaissez, et qui permet de mieux tenir compte, de mieux répondre et de mieux nous protéger contre les ingérences numériques. Au ministère des Armées, bon, évidemment, puisqu'il s'agit de questions qui touchent à nos intérêts fondamentaux, à notre souveraineté, et puis aussi à l'action de nos forces, sur des théâtres d'opération comme de manière générale, nous y sommes partout en réalité profondément vigilants. En matière de contre-ingérence, c'est la DRSD. Alors moi j'apprends beaucoup d'acronymes depuis quelques temps, qui est évidemment ceux qui sont en charge. Mais naturellement, la Direction générale de l'armement aussi. J'ai cité dans mon propos liminaire l'exploitation de nos interdépendances, la question de la protection de la BITD, par exemple, de tout ce qui doit être souverain, en fait, dans notre, qui nous permet tout simplement d'avoir une industrie de défense qui nous permet d'être à la hauteur à l'échelle internationale. En fait,
tout le monde au ministère des Armées et l'état-major des armées, naturellement, est extrêmement concerné par cette question. Le rôle spécifique de la DGRIS en la matière, il porte sur l'international et il porte sur l'analyse, la caractérisation des stratégies des puissances, vous avez raison, régionales et globales, pour mieux les comprendre et pour mieux les analyser. Et il porte sur aussi le vivier renforcé en matière de recherche stratégique, qui pour moi est un élément de la résilience démocratique, parce que le fait d'avoir des chercheurs qui disposent d'une liberté académique qui permet justement de déconstruire certains narratifs, de rétablir certaines vérités, et c'est la liberté académique qui permet de le faire de manière crédible. J'ajoute que nous avons aussi des coopérations avec des think tanks et avec l'IRSEM, je crois, qui a suscité également votre intérêt, à juste titre, parce que ça nous permet aussi d'avoir un regard différents qui nous permettent de mieux appréhender les menaces et les risques qui pèsent en particulier sur l'action de la France dans le domaine militaire. Je me permets d'ajouter que si la réponse nationale a été consolidée et le sera encore avec le fait que l'influence est désormais qualifiée de fonction stratégique, l'action se mène beaucoup au niveau de nos alliances et de nos partenariats. C'est le cas dans le cadre de l'OTAN, et c'est le cas aussi dans le cadre de l'Union européenne qui, elle-même, a, au cours des dernières années, beaucoup évolué sur cette question. C'est un agenda de souveraineté, d'autonomie stratégique, qui a conduit l'Union européenne, alors je sors de mon champ strict, mais à adopter des dispositions sur la question des investissements critiques, des investissements stratégiques, des infrastructures critiques. C'est aussi le cas, par exemple, du règlement anti-coercition. Enfin, il y a quand même eu des prises en compte par l'Union européenne qui ont grandement progressé ces dernières années. Et pour revenir à mon domaine de compétences, l'agenda de Versailles, en particulier, voilà, qui a été adopté au niveau des chefs d'État et de gouvernement, met en son cœur la réduction des interdépendances qui nous conduisent à être en situation critique et qui ont été révélées ces dernières années. C'est-à-dire que être souverain au niveau européen dans nos approvisionnements, développer une base industrielle de technologies de défense commune plus forte, plus résiliente, en fait, nous permet d'être plus souverain, d'être plus fort face à des stratégies de plus en plus hybrides et j'allais dire agressives dans leur modalité d'action. Donc c'est une action qui a été renforcée au niveau de l'État, qui s'exerce par de très nombreux acteurs, ce qui implique une très grande coordination. Au demeurant, et j'ai oublié de le préciser, les stratégies d'influence et d'ingérence de nos compétiteurs font l'objet d'une coordination très importante, d'une intégration très forte. C'est une de leurs caractéristiques pour viser un objectif stratégique. Et donc nous, dans la réponse qu'on y donne, à la fois sur la résilience et puis dans ce qu'on déploie, nous, pour renforcer notre influence dans le monde et répondre aussi à la question que vous posiez, Monsieur le Président, sur comment faisons-nous pour mieux expliquer notre action et expliquer ce que nous sommes en réalité. Ça implique effectivement une coordination de l'ensemble des acteurs de l'État accrue. Et ça sera en particulier le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui devra intégrer beaucoup, dans le cadre de la stratégie nationale d'influence, l'action des autres ministères. Évidemment, la DGRIS et le ministère des Armées